Bonsoir. Vous allez bien? Et nous aussi. On est hyper contents parce que, un, cette salle est blindée, deux, demain ce sera complet aussi pour Mati Diop. On a du coup ouvert une deuxième salle, donc pour les gens qui ont été recalés, on a une seconde salle sur le film de Mati Diop où elle fera une simple présentation et pas la rencontre complète, que ce sera déjà formidable à voir. Et trois, ça vient d'être complet pour le film de Rassolov, Les Graines du Figuier Sauvage, et c'était pas complètement gagné de remplir ces trois soirs-là dans la grande salle avec des films aussi différents. Donc merci de votre fidélité. Alors, j'explique juste en amont le dispositif. Ce débat-là, parce qu'il est exceptionnel, parce que les invités sont exceptionnels, parce que le film est exceptionnel, sera diffusé dans 14 autres salles françaises. Ouais. Grâce à Culte et la 25e heure, on peut les remercier, ils sont tous là. Et grâce au distributeur, donc de fait, Sarah est présente déjà. Voilà, et donc je vais accueillir nos trois premiers invités. On sera rejoint tout à l'heure par une certaine Agnès Jaoui. Merci d'accueillir les enfants de Sophie Filière, Agathe et Adam Bonitzer, et la productrice Julie Salvador. Bonsoir. Non mais on va pas parler à mon film, mais ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreux, et on sera là, comme tu l'as dit Stéphane, après le film pour échanger avec vous et avec les 14 autres salles apparemment. Voilà, donc tout à l'heure, en début de dispositif, je ferai la liste des salles. C'est un peu fastidieux, mais c'est important de les impliquer aussi, parce qu'effectivement, le dispositif de Culte permet de faire remonter des questions. Vous serez prioritaire, parce que vous êtes là, live, tout ça, mais il y aura un petit temps d'échange avec certains représentants des autres salles. Et parenthèse, je leur ai demandé, un, de faire court, et deux, de rien dire, parce que cette présentation initiale n'est pas diffusée dans les 14 autres salles, mais tout à l'heure, ils auront tous les trois plein de trucs à dire sur le film. On y va? Bonne projection, et à tout à l'heure. Alors, avant de vous présenter nos invités du soir, je vais d'abord saluer les salles qui vont assister à cette rencontre exceptionnelle, puisque donc ce débat va être diffusé dans 15 salles françaises au total, grâce à cette opération de l'avant-première surprise de l'AFCAE en partenariat avec la 25e heure et Culte. Le Paradis de Quiberon, la Cascade de Martigues, Cinétire de Vérac, Luxello de Vérac, le Méliès de Castelmourau, le Relais de Saint-Georges de Didonne, le Rio, il y a marqué Borvaux peut-être, de Bourbon-Lancy, le Max Linder de Créon, Cinétoile de Sainte-Sigolène, le Carnot du Sel, le Pâté de Mâcon, le Connétable de Clisson, l'Esplanade d'Aigleton, l'espace culturel Robert Hossein de Merville, et j'ai envie qu'on applaudisse tous nos partenaires. Et maintenant, je vais vous demander d'applaudir une par une l'ensemble de nos invités. Je dis ça parce qu'il y a plus de femmes invitées que d'hommes. La première, c'est la productrice du film, productrice entre autres des films de son frère, Thomas Salvador, qu'on aime beaucoup ici. Merci d'accueillir Julie Salvador. Ensuite, je vous demande d'accueillir les deux enfants de Sophie Filière, Agathe et Adam Bonitzer. Je précise, comme ça cette émotion-là sera passée, je pourrais passer à autre chose, que Sophie Filière n'est jamais venue au Méliès, et pourtant j'ai un souvenir bouleversant avec elle, et il est associé à l'équipe de la 25e heure. Pendant le confinement, on a choisi quelques cinéastes qu'on n'avait pas réussi à faire venir sur l'année qui précédait. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait le réalisateur d'Eva en août, dont le dernier film, Septembre sans attendre, vient de sortir, Jonas Trueba. Et le premier nom qui soit venu, parce qu'on était frustrés qu'elle ne soit jamais venue, c'était Sophie Filière. Et donc on a fait une formidable rencontre d'1h30 dans mon souvenir, sur son film précédent, et c'était hyper beau. J'avais l'impression qu'on était hyper amis alors qu'on ne s'est jamais parlé, enfin, sauf pendant cette heure et demie là. Et du coup, on va essayer d'exhumer cette rencontre pour la mettre sur le site internet du Méliès, pour ceux qui voudraient revoir le film ou qui iront à la Cinémathèque française redécouvrir son intégrale.
Et maintenant, je vous demande d'accueillir l'une des marraines du Méliès, puisqu'elle était là avec Jean-Pierre Bacry, Maya Kasmi et Michel Leclerc pour l'ouverture de cette salle il y a 9 ans, Agnès Jaoui. Alors, mode d'emploi, je commence par poser 3-4 questions et puis assez vite on vous donnera la parole dans la salle. Et, ultime surprise, grâce à Culte et la 25e heure, vous, les gens qui assistent à la rencontre en province pourront aussi interagir et poser des questions grâce à Tatiana qui est dans la salle. Voilà, ouais. Je commence peut-être par Agnès quand même, hein, parce que vous n'aviez pas encore tourné avec Sophie quand elle vous a envoyé ce projet-là. Et j'ai envie de savoir d'abord comment s'est fait cette rencontre-là, y compris avec un petit sous-texte qui est, a priori, elle a pensé à vous en écrivant ou juste après avoir écrit? Je sais pas. Elle a pensé à personne en écrivant, alors que d'habitude, souvent, elle pense à des comédiennes, mais ce film-là, elle avait pensé à personne. Mais par contre, elle est arrivée très vite, une fois que le scénario était terminé, si je ne m'abuse. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais j'étais sûre de rien. Et autrement, il m'est arrivé par c'est mon agent, Jean-François Gabard, qui me l'a apporté à Nantes où je tournais. Et il a posé le scénario sur la table en me disant « J'aime beaucoup, je ne te dis rien ». Avec un petit air que je lui connais bien quand j'aime beaucoup qui veut dire beaucoup plus. Et puis j'ai vu le titre, Ma vie, ma gueule. Et je me suis dit, oh, c'est bien, ça commence très 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 bien. Et puis voilà. C'était, pour moi, chaque page était à la hauteur de ce titre, déroutant et magnifique, enfin, singulier, drôle, poétique, enfin, je sais pas, j'ai été conquise. Et puis après, j'ai rencontré Sophie et ça m'a fait comme vous. J'ai eu l'impression qu'on se connaissait depuis toujours, vous voyez, alors qu'on venait de se rencontrer. Et alors, c'était quoi les premières qualités qui sautaient aux yeux quand on découvrait ce scénario-là? En fait, c'est la première fois que je lisais un scénario que j'avais envie de donner à lire à mes amis. J'avais été... Je l'ai lu comme un roman, en ayant peur à chaque page que ça devienne moins bien, et puis ça devenait pas moins bien. Et une des choses que j'ai particulièrement aimé, c'est que le moindre personnage, même le plus petit rôle, même des rôles muets, avait une existence propre. Et je trouve qu'on retrouve ça en voyant le film. Personne n'est sacrifié, tout le monde existe, tout le monde... Même par exemple, quand je prends le fish and chips en Écosse, la femme qui me sourit, et je me souviens que quand j'ai lu, ça m'a marqué cette scène. Et quand je vois cette femme, ce sourire qu'elle a, pareil, c'est pas une figurante, c'est quelqu'un, c'est un être humain. Et je trouvais que tous les êtres qui peuplaient son film, et je crois que c'est exactement ce que je lui ai écrit, m'enchantaient. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'a frappé. Peut-être qu'on peut vous demander, Adam et Agathe, dans quelle mesure vous avez suivi ce film en amont même de l'écriture ou du tournage, et puis évidemment quel a été votre rôle à l'issue du tournage? On l'a suivi comme des personnes proche d'elle parce qu'elle nous a fait quand même nous a fait lire le scénario et elle nous en a parlé beaucoup. Mais voilà, c'était vraiment comme à ses enfants avec qui elle avait envie de partager son travail et elle avait beaucoup d'enthousiasme à partager son écriture et ce qu'elle allait faire, ce qu'elle avait écrit. Et voilà, ça nous est arrivé peut-être de faire des petits retours, etc. Mais rien. Et voilà, et après, rien n'est évidemment, c'était pas du tout prévu qu'on participe après à la post-production du film. Donc voilà, on était là comme ses enfants et ensuite on a un peu suivi le tournage parce qu'on était à Paris et parce que quand ça s'est tourné à Paris. Et voilà. Et je précise qu'elle nous faisait toujours partager sur tous les films son écriture, là où elle en était dans le scénario. Enfin, en fait, on est très très proche d'elle et on la voyait très souvent. Et comme sa vie et son travail étaient intimement mêlés,
voilà, on discutait tout le temps de où elle en était dans l'écriture, et effectivement, comme l'a dit Adam, elle avait beaucoup d'enthousiasme à nous faire lire où elle en était. Quand elle était contente d'une scène, elle nous la faisait lire et tout ça. Donc on était oui, vraiment voilà, proches au moment de l'écriture. Et après, donc la deuxième partie de la question. Donc, elle a tourné le film, voilà, elle a tourné tout le film comme elle le voulait. Elle était malade. Elle a été hospitalisée le lendemain du dernier jour de tournage. Et voilà, et elle est morte 3 semaines après. Et du coup, dans cet intervalle, elle nous a demandé à Adam et à moi de terminer le film, donc c'est-à-dire le montage en premier lieu, puis toutes les étapes de la post-production, évidemment avec les collaborateurs et collaboratrices qu'elle avait choisis. Donc François Ticré au montage, Jean-Pierre Laforce au mixage, Sébastien Noiret au montage son, Emmanuelle Collineau, la chef opératrice à l'étalonnage, et évidemment sous l'égide de Julie Salvador, qui a été hyper présente et hyper voilà, très très présente à toutes les étapes de la post-production pour nous, et très très généreuse aussi. Et voilà. Et donc en fait, je pense que si elle nous a confié l'achèvement du film, c'est aussi parce qu'elle savait qu'on était très très bien entourés. Vous voulez ajouter quelque chose là-dedans? J'allais dire oui, qu'elle ne nous lâchait pas seule comme ça avec le film. Moi, je dois dire un mot. Juste, moi, à l'hôpital, Sophie, donc elle m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle souhaitait que Agathe et Adam terminent le film avec ses collaborateurs, et elle avait eu cette tournure, elle avait vraiment le secret des tournures, Sophie, elle a dit, parce qu'ils ont le même nord que moi, le nord de la boussole, et elle voulait que le film soit vécu d'un intérieur proche du sien, elle avait dit ça également, et donc c'était naturel pour tout le monde, quoi, et Adam et Agathe, voilà. Leur nord à monter le film avec l'équipe de Sophie. C'est un tout petit peu trop long parce que j'ai l'impression d'une sorte de remake un peu étrange, puisque si je ne me trompe pas, dans la même classe de la FEMIS que Sophie, il y avait une certaine Solveig Hansbach. Et en fait, on a vécu vraiment presque la même chronologie avec Solveig, qui a tourné Queen of Montreuil, qui est morte, et dont le film a été monté par les proches collaborateurs en accord avec le producteur, Patrick Sauvelman. Et le film était formidable, il était à la quinzaine, enfin, il y a une espèce d'étrange répétition des deux grandes autrices de comédie française avec Agnès Jaoui. Je dirais vraiment ça, sérieusement. Je pense ça, en fait. Julie, un petit mot quand même sur la chronologie de la production et sur la particularité de cette production, y compris en sachant que Sophie était malade. J'imagine que c'est un contexte de production, c'est un peu particulier, et du coup de l'investissement de la productrice sur ce projet-là. Sophie n'était pas malade quand elle a écrit le scénario, je tiens à le préciser. Non, elle n'était pas malade, elle l'a écrit en 2000, avant le confinement. Après, il y a eu le confinement, et après, voilà, j'ai commencé à travailler. Agnès a dit oui tout de suite, 12h, 14h à peine. Et voilà, et on a commencé à travailler. Et c'est vrai que la période d'après-confinement pour le cinéma d'auteur, c'était un peu plus compliqué, donc c'était voilà, un petit peu plus long que ce que j'avais imaginé. Et puis Sophie est tombée malade, donc là on a mis une petite parenthèse, le temps qu'elle ait les premiers soins, etc. Et puis à un moment, enfin voilà, ce film, Sophie elle est mieux. C'est un film très important pour nous toutes et tous, et qu'il fallait absolument qu'on le fasse. Et du coup, on est parti en production, pas avec autant d'argent que j'aurais aimé avoir, et c'est pas rien de le dire, mais grâce à une équipe, grâce à la présence de comédiennes généreuses, d'une équipe très généreuse aussi, on a réussi tous ensemble à faire le film. Et voilà, on a tourné 5 semaines à Paris, en banlieue, puis en Écosse, et puis voilà, Sophie était malade, mais elle a tout fait, quoi. C'était jusqu'au dernier plan, elle l'a tourné. Je vais juste faire entendre sa voix, par la mienne, mais parce qu'il y a une note d'intention, évidemment il n'y a pas d'entretien avec Sophie sur le film, mais il y a une note d'intention très très belle et hyper émouvante, et je veux bien faire réagir Agnès à ce que dit Sophie du choix d'Agnès, parce que je trouve ça très beau.
j'ai proposé le rôle de Barbie à Agnès Jaoui, qui a accepté en me précisant qu'elle pensait non seulement au rôle dont elle avait senti qu'il pouvait compter pour elle, ce sont ses mots, mais aussi, et ce sont encore ces mots, à tous les êtres qui peuplent le film. Ça m'a touché, beaucoup. J'aime chez Agnès Jaoui son ancrage, justement, sa normalité, entre guillemets, comme une vraie force pour ne pas abonder dans la fragilité, l'instable, le déséquilibre, mais débusquer quand même quelque chose de sa haute sensibilité. Je souhaite qu'on puisse s'imaginer être elle, et aussi se retourner sur soi-même, et qu'à l'instar de Barbie, chacun, dans le temps et l'espace d'un film, ait accès momentanément, ou plus durablement, à sa propre histoire, à son propre personnage, une autre vision de soi. Pourquoi ça parle profondément et du film et du personnage, ce que dit là Sophie, de votre relation, de la façon dont vous étiez projetée dans le film? Ce qui me frappe surtout, c'est la beauté de son écriture, effectivement, même dans une note d'intention. C'est tellement juste, c'est pas seulement beau ce qu'elle dit, c'est très précis, et c'est très juste. C'est ça le cinéma, enfin, quand ça fonctionne, c'est l'identification à quelqu'un d'aussi singulier que Barbie Bichette, et en même temps, quand ça fonctionne, encore une fois, on peut se reconnaître, quoi. Donc c'est, je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est, je vais me répéter, beau et précis ce qu'elle a dit là. Alors ça te donne envie de rebondir sur deux choses. D'abord sur la question de l'écriture. C'est un film qui, une fois de plus, comme les films précédents, Sophie travaille beaucoup sur le langage, tout le temps, enfin, dès l'ouverture évidemment, sur la police de caractère. Mais en fait, beaucoup des scènes du film reposent sur une réflexion méta-langagière, comme on dirait dans l'université. On travaille sur le langage, y compris des jeux genre le N et la queue du chien. Enfin, donc du coup, on file cette question-là de A à Z. Et puis évidemment, ce rapport à l'écriture n'est pas seulement celui à la graphie, mais à la poésie aussi. Comment ça s'aborde en tant que comédienne, dès lors que ça induit par exemple une forme d'oralité très particulière, puisque c'est un personnage qui se parle à soi, qui a un rapport au monologue. Voilà. Est-ce que ça se travaille de façon particulière, parce que la question du réalisme est un peu déplacée? Ça se travaille déjà en respectant en fait chaque mot, puisque quand j'ai lu le texte avec elle, etc., commencé à répéter, il y avait comme à chaque fois que je répète avant d'aborder un rôle d'un cinéaste ou d'une cinéaste, je propose des fois de changer tel mot ou pas, ou de revenir, et puis par exemple, je n'aime pas le mot connasse, bon voilà, j'avais pas envie de le dire, et elle m'a dit, mais moi je tiens au mot connasse. Et évidemment, j'ai dit le mot connasse, et en fait, voilà, j'ai compris que je dirais son texte à la virgule, et comme c'est ce que je demande à mes acteurs et actrices, je n'ai pas été. J'allais pas faire le contraire. Et donc, déjà, c'est respecter son texte si précis à la virgule. Et après, c'est essayer de l'incarner, évidemment, comme si c'était le mien. Il se trouve que je ne me parlais pas du tout à moi, c'était un truc que je connaissais pas. Mais. En vieillissant, ça m'arrive un peu plus. Donc, c'était de la composition, mais je pouvais me baser sur quelque chose qui m'arrive de faire des fois, ou à mon chat, enfin bon, bref, voilà. Donc, après, oui, tout le travail d'acteur et d'actrice, le SAF, c'est de s'approprier, de faire que l'autre croit que c'est moi qui parle, quoi. Soit seul ou avec d'autres, c'est moi qui parle. Ce sont mes mots, finalement. Et ce rapport-là au texte, ou même à la poésie, c'est quelque chose qui était sensible au quotidien chez Sophie? Oui, totalement. D'abord, les poèmes sont évidemment tous d'elle, et elle écrivait, dans les 5 dernières années, elle écrivait beaucoup de poèmes, et il y en a plein d'autres. Et aussi des poèmes en anglais, parce qu'elle était bilingue. Et... Oui, c'était quelqu'un qui avait un rapport à la parole dans la vie très singulier, quoi. Elle avait la même... je sais pas si répartie c'est le mot, mais en tout cas, elle avait la même poésie, quoi. Elle avait la même... façon de transformer le réel
ne serait-ce qu'en le décrivant ou en racontant des anecdotes, même très prosaïques, elle faisait toujours un sort d'une manière plus ou moins poétique, en tout cas très singulière, à des choses très 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 quotidiennes, quoi. Et puis drôle, enfin, même ses messages, même ses textos, même ses mots, enfin voilà, il y avait... Rien n'était là au hasard, je trouve. Oui, ça se voit dans le choix des noms des personnages en général, y compris ici. Comment elle vous l'a expliqué, ce nom-là, par exemple? Ça résonnait avec quoi? Alors, dans le film, ça résonne avec Lichette, dans la scène avec Catherine Philippe. Mais comment vous avez échangé autour du nom très étrange de ce personnage qui situe quand même déjà le film à côté du réel, d'une certaine façon? Je dis ça parce que j'ai une interprétation, évidemment. Ah bah dites-la, parce que moi, j'ai Non, c'est même pas vrai questionné Ah bon là-dessus, ça m'a juste... À part l'idée de la Barbie, Oui. quand même, mais... Et je pense que c'est le genre de truc aussi où soit c'est évident pour tout le monde, soit on n'en parle pas parce que... Non mais je veux dire, quand on travaille, quand on lit scénario, je sais pas, je pense pas notre mère avait une signification très très précise de... Je tente alors, ouais. On verra s'il y a un signe du ciel pour me donner raison ou pas. Non, parce que souvent il y a un travail sur la contraction des mots, et là j'ai l'impression que c'est au contraire une sorte d'étirement du mot, et que du coup ça fait surgir le nom de Barbie, mais en fait on sent bien qu'on a envie de l'appeler Barb, tout ça, et du coup c'est une espèce de contraction de Barbichette. Et Barbichette en français c'est uniquement lié à un jeu d'enfant, quoi. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Or dans le je te tiens, tu me tiens par la barbichette, il y a un truc à la fois de on veut rire avec l'autre ou faire rire l'autre, mais en même temps s'il rit on lui met une claque. Et pour moi ça raconte quelque chose du film, ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois du côté du comique, mais on est aussi vraiment du côté d'une forme de violence. Visée contre soi, parfois contre les autres, enfin. Et donc dans cette espèce de déploiement du mot, du nom même du personnage, il y a un truc qui condense deux des valeurs que travaille le film. Non, mais c'est bien, c'est beau. Et d'ailleurs, elle s'appelle Barberie. Oui, elle s'appelle Barberie, donc déjà le Barbie est une contraction. Oui, Eh oui, donc le Barberie étire encore plus, quoi. Ouais. Absolument. Mais par contre, ça n'a pas plu à toutes ces personnes. Extrêmement fâchées de cette interprétation. Je suis absolument pas d'accord. Ah, C'est désolé. d'ailleurs un seul rang, c'est marrant. Oui, ah, mais c'était le Le rang. rang 4. Mais peut-être pour finir, avant de passer la parole à la salle, avant qu'ils partent tous, je plaisante, hein, pour ceux qui ne voient pas, il y a 310 personnes dans la salle, tout va bien, mais peut-être qu'on peut dire un truc là-dessus, sur ce rapport entre le comique, qui est quand même très présent dans le film, mais aussi cette violence ou cette violence contre soi. Comment du coup ce film-là est probablement un tout petit peu plus sombre ou noir que les autres. Écoutez, le premier interview, c'était avant la tente, là où tous les journalistes allaient... La quinzaine des cinéastes. Ouais. C'était un jeune qui venait de quartier de Toulouse et qui était là dans le cadre, avec plein d'autres jeunes, voilà, dans le cadre de l'accès à la culture pour tous. Et donc il me dit, comment ça se fait que vous avez pu faire un film drôle alors qu'il est sur la fin de vie? Et moi, alors j'avais pas du tout vu ça hein, dans le film, parce que C'est vrai? mais non. Et j'ai découvert à ce moment-là, parce que d'abord je fais de la fin de vie, enfin, je me suis dit qu'il n'a pas du tout vu le même film en fait, il est allé dans une autre salle, et il intervenait pas du tout la même chose, parce que rien n'allait, parce que c'était hyper bizarre. Et en fait, non, il me dit, bah oui, la tombe à la fin, le cercueil, enfin, elle achète sa pierre tombale, enfin... bah, il m'a expliqué le film que je venais de faire, donc, non mais c'est pour répondre à Ça répond vraiment, ouais. bah, alors après, j'ai demandé aux uns et aux autres, et en fait, il y avait pas mal de gens, je sais pas vous, dans la salle, qui a eu cette lecture ou pas. Allez-y. Personne. Ah bah, la rencontre avec Bertrand, c'est quand même une rencontre un peu d'outre-tombe dans une partie de la scène, par exemple. Elle pense que peut-être il est mort et qu'il vient la chercher. Elle est obsédée par ça, Oui. c'est une de ses angoisses, mais ça veut pas dire que... parce que, non, il y a plein de gens qui disent, à la fin, elle dit au revoir à ses enfants, qu'il la laisse partir, et elle va dans ce truc, et Philippe Catherine est un fantôme. Si elle allait en Suisse, j'aurais compris. Ben voilà, elle aurait fait ça, elle avait un lion d'or à Venise.
On passe la parole à la salle. Ouais, je crois qu'il est temps là. Oui, il est temps. Qui pose la première question ou formule la première réaction? Ouais. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, j'ai perçu le film comme un peu oppressant, parce qu'il était tourné surtout en huis clos. C'est mon opinion. Et je voulais savoir si c'était vraiment le cas. Et la seconde question, c'est de quel avis souffrait votre maman? Oui, c'était en huis clos la plupart du temps. Enfin, en tout cas, c'était dans des endroits assez petits, c'est vrai. Et... Pour mieux s'ouvrir à la fin en même temps. Ah oui. Oui, la dernière partie, alors là, par contre, on est dans l'immensité du paysage d'Écosse. Et autrement, dans le film, elle est schizophrène. Enfin, je ne sais pas de quelle maladie vous parlez en fait. Bah, c'est pas défini, mais pour une raison. Enfin, je pense que c'est pas nécessaire de le définir. De quelle maladie, c'est pas nommé, quoi. Schizophrène, non, Oui, elle est dépressive, voilà. voire maniaco-dépressive, mais c'est pas précisé quoi. Non. Une autre question. Ouais. Bonsoir. Je voulais juste poser la question, comment Philippe Catherine est venu sur le film? Nu. Julie, tu veux Ça répondre? valait le coup. C'était une idée de Sophie. Au départ, elle voulait faire venir Cary Grant, et puis elle n'a pas pu faire venir, et donc cette fille, elle a pensé à Philippe Catherine. Mais c'est vrai, hein, il y avait eu Cary Grant un moment dans le scénario. Bill Murray. Oui, Cary il y a eu un Grant gros et intermédiaire, Philippe Catherine. c'était Bill Murray. Et pour préciser, par contre, ce qui n'était pas prévu, et c'est là que vous allez pouvoir nous renseigner, parce que vous étiez présents, et pas nous, c'est l'histoire du ukulélé. Et ça, c'est vraiment Philippe Catherine qui l'a... Enfin, ça n'était pas au scénario. Et Agnès avait apporté son ukulélé en Écosse. Et tu vas raconter, parce que je n'étais pas là. Mais Philippe a gratté des notes sur le ukulélé, et notre mère a trouvé ça super, et ils l'ont intégré au dernier moment au film, quoi. Voilà. Donc c'est quand même un petit miracle, ce ukulélé. Bonjour et merci à tous d'être là. J'ai entendu une interview de vous, Agnès Jaoui, sur France Inter, avec Sonia De Villers, où vous parliez du côté autobiographique un petit peu du film, où vous portiez les vêtements de Sophie, ses bijoux que vous rendiez à la fin. Je voulais avoir un peu plus d'informations sur cet aspect-là du film et du personnage, et aussi savoir comment on est, quand on est comédienne, actrice, de jouer devant de représenter quelqu'un sous son regard. Alors, elle le disait aussi, c'est elle et c'est pas elle. Hein. C'est pas une autobiographie, ce film. Mais c'est beaucoup. Vous savez encore mieux que moi, évidemment, mais bon, il me semble que c'est quand même pas mal elle, sur certains aspects, et sur d'autres non. Bref, en tout cas, tout ça, j'avais pas comme consigne de la jouer du tout. Donc déjà, j'étais libre par rapport à ça. Et même, je dois dire que j'ai été très surprise, en fait, à quel point j'ai fini par lui ressembler, alors que c'est pas du tout la sensation que j'avais au départ. Et voilà, c'était sa sœur qui m'avait dit qu'est-ce que tu lui ressembles, et je me disais bon, je trouve pas du tout, mais bon. Et après, quand j'ai vu le film, j'ai dit ah bah si, finalement, un peu quand même. Et ça vient de plein de choses. Aussi, les tennis, c'était des tennis qu'elle portait elle aussi, et c'est vrai que d'habitude j'en mets pas dans la vie, puis que vraiment c'est une des premières choses qui change une personne, une femme notamment, mais c'est ce qu'elle a au pied, et sa démarche elle est différente, voilà, puis après, il y a plein de petits détails
Et elle était très très précise sur comment je devais être coiffée, comment je devais être. Enfin, j'ai refait une couleur un peu plus moche. Si. En tout cas, hein. Et etc. Enfin, il y avait tout un truc où tout était précis et c'était plein de petits signes et plein de petits rituels aussi, parce que je crois vraiment que le fait de me donner ces bagues le matin et de les récupérer le soir, c'était une sorte de petit rituel de passage qui était très particulier et mais qui était bien elle aussi. Et d'ailleurs, ce sont les bagues qui sont là où je vais m'acheter les bagues, évidemment, qui est la vraie bijouterie d'ailleurs. Donc bon voilà, il y avait plein de détails et de chez elle, c'était bon voilà, plein de choses, j'en ai parlé. Voilà. Plein de choses qui étaient elle, ses lunettes cassées, etc. etc. Donc c'était. J'avais l'impression d'être en miroir, mais encore une fois, elle m'avait pas dit tu dois m'imiter, enfin, ou tu dois être moi, enfin, on crée toutes les deux une troisième personne, enfin, Lady Bichette. Donc du coup, c'était plutôt agréable en fait. Puis agréable parce que j'avais l'impression d'être sur la même longueur d'onde tout le temps. Ça, c'est pour le personnage essentiellement et son espace, mais même le psychanalyste est le sien, non? Oui. Oui. Et on peut pas en dire plus. Une autre question ou remarque? Oui, je vous passe le micro. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Bien près de la vie. Ok. C'était vraiment très touchant. Et je pense que voilà, il traverse les générations. Enfin, je pense que même en tant que jeune génération, on s'identifie dans plein de traits de ce rôle. Et du coup, j'ai deux questions. J'ai une question pour Agathe et Adam. Est-ce qu'elle s'est inspirée de... Oui, ça résonne. Est-ce qu'elle s'est inspirée de vous pour les caractères de des enfants dans le film? Et j'ai une question aussi pour la productrice. Pourquoi, à votre avis, le film il a été difficile à financer? Pour ce qui est des enfants, forcément, elle a dû s'inspirer un peu de nous, mais nous, en tout cas moi, je dois avouer que je ne me reconnais pas vraiment dans le personnage de Rose. D'abord parce qu'elle est beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Elle est plus petite que le frère, alors que dans la vie, j'ai 9 ans de plus qu'Adam. Du coup, c'est pas tout à fait les mêmes rapports, ni entre les deux enfants, ni des enfants à Barbie dans le film. Et puis, ils se détournent beaucoup d'elle, notamment dans la première partie. Ils sont, pour le coup, pas très proches d'elle, ils la fuient. Et j'ai pas du tout l'impression que c'était le reflet de la réalité. Même si, évidemment, je pense qu'elle a chopé des choses de nous, voilà, pour dresser le portrait des enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que forcément, il y a quelque chose de vertigineux quand je vois les deux enfants lui dire au revoir sur l'embarcadère, etc. Le contexte fait que ça fait un espèce de boomerang bizarre. Mais je dirais que je m'identifie quand même plus au personnage de Barbie Bichette que dans le personnage des jeunes dans le film, pour ma part. Moi, je sais pas si elle s'est inspirée de moi. Par contre, elle m'a fait passer un casting pour jouer le rôle du fils. J'ai pas été pris, du coup, je pense que ça devait pas être complètement moi, quoi. Ou alors, il y a un gros problème. On peut peut-être se mal jouer soi-même, hein, c'est possible. Oui. Non, je pense que c'était un peu ça aussi. Moi j'ai une question d'interprétation. Pardon, Julie d'abord, sur les difficultés de production. Eh bien, je ne sais pas, je trouve pas ça normal. Quand je vois le film aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment pas normal. Non, parce que peut-être que le sujet, la dépression, peut faire un peu peur. Et en même temps, la façon dont elle est traitée dans le film, non. Moi, je me dis que
moi j'ai eu la chance d'avoir les distributeurs Étienne Olanier et Sarah Chazelle depuis le début. C'est les premiers qui ont été là et qui sont restés là. Ils sont là, jour de fête. La façon dont ils ont cru avec moi, avec nous dans le film, ça nous a vachement porté. Alors c'est vrai, après, la difficulté, elle est plus, on a eu l'avance sur recette du CNC à l'unanimité, puis après c'est du côté des chaînes de télévision. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, certaines chaînes de télévision, je ne dis pas toutes, mais peut-être se dirigent vers des œuvres un peu plus formatées, et que dans le cinéma de Sophie, il y a aussi une liberté, une très grande liberté qui peut peut-être foutre un peu la trouille. C'est ce que je me dis. Après, voilà, j'ai pas du tout envie de produire des films dans cette économie-là parce que c'est dur, mais je suis tellement fière du film et tellement contente qu'on ait réussi à le fabriquer tous ensemble que voilà, je me dis on a bien fait d'y croire malgré tout. Je pose une question d'interprétation, comme ça vous avez tout fait le droit de ne pas avoir de réponse du tout en fait. Puis après on passera la parole aux salles extérieures. Quand on revoit le film, on est quand même très très frappé par ce début, déjà très fort et qui instaure une sorte de figure de style presque, qui est la question du rebours, c'est-à-dire qu'elle prétend au téléphone faire l'inverse de ce qu'elle fait dans le réel, quoi. Et donc cette scène est hyper belle, elle est formidablement écrite et interprétée. Et évidemment, quand on se place au début du film une scène aussi forte et importante, on a l'impression que c'est une espèce de prologue et que ça va irriguer sur la suite du film. C'est là où est la question d'interprétation, et moi j'ai pas de réponse cette fois. C'est dans quelle mesure vous pensez que cette scène résonne avec d'autres séquences du film que vous connaissez toutes et toutes par cœur, et du coup dans quelle mesure elle donne une sorte de la suite du film, et de cette espèce de logique à rebours. Agathe et Adam se sont jetés sur leur micro. Je pense que non, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que déjà elle résonne aussi avec les autres films de notre mère. Enfin, c'est vraiment tout à fait son style, et style qui se déploie effectivement dans tout le film et qui se déploie dans tous ses films. Enfin, c'est-à-dire que tous ces films vont très bien ensemble, quoi. Et tous ils sont sur ce mode peut-être du rebours, du rebond, du boomerang, des motifs plus ou moins conscients, hein, par ailleurs, je pense. Et d'ailleurs, là, en montant le film, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'échos parmi d'autres films. Le gilet jaune, c'est dans un autre film. Enfin, il y a plein de petits motifs comme ça qu'on retrouve dans d'autres films. Et bon, après, je te laisse parler. Et juste pour dire aussi ce début, c'est intéressant. Je fais une mini aparté sur le fait qu'il y a un livre d'entretien qui va sortir donc, avec Sophie Filière sur chacun de ses films, et sur le dernier film avec toute l'équipe de la post-production et Julie. Et le film s'appelle le titre du livre, je m'embrouille, s'appelle L'endroit de l'envers. Voilà, c'est édité chez Playlist Society. Et c'est tout à fait ce début de film. Donc, et vas-y, Adam. Non, mais c'est vrai, j'allais juste dire que la question de la non-coïncidence entre soi-même et le monde, ou soi-même et soi-même même, et oui, enfin, la non-coïncidence, ou en tout cas l'idée que les choses ne vont pas de soi, et quelque chose qui est très... ne va pas de soi. Que l'être ne va pas de soi, et que l'identité ne va pas de soi, et que c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'histoire pour créer quelque chose, créer son identité, ou que voilà, que la biographie aussi va aider à ça, et quelque chose qui est très présent dans tous les films de notre mère, et qui est une question centrale. Et au montage, c'était tout un truc ce début, parce que pendant longtemps on avait l'impression que la première partie était l'exposition du film. On cherchait comment arriver au personnage, comment faire entendre son nom. On a inversé des séquences parce qu'on se disait on comprend pas bien son nom, etc. Et en fait, à un moment, on a compris que non, que le film était déjà en cours, qu'il fallait qu'on entre avec ce personnage
de plein fouet, comme elle-même, elle est de plein fouet avec cette non-coïncidence, quoi. Et du coup, parce que souvent, enfin les films, c'est vrai que souvent il y a une exposition, on comprend où les personnages habitent, qu'est-ce qu'il fait comme travail, quel est un peu l'état des lieux avant que l'histoire commence. Mais en fait, là, l'histoire du film, elle a peut-être déjà commencé il y a 10 ans, ou enfin, en tout cas, on arrive en cours de route, quoi. C'est une tranche de vie ou de quelque chose, d'interrogation en tout cas. Agnès, vous voulez répondre à la question? Je voulais dire qu'en fait, j'avais pas du tout compris votre question et que avec vos réponses, heureusement que je participe à des débats Oui. et à des interviews, parce qu'autrement, je n'aurais jamais rien compris à ce film. Putain. Vous êtes super intelligents. Tous, là. Oui. Tous. Ah oui, à mon travail, c'est vrai. Mais je vous jure, parce que vraiment, je comprenais pas du tout ce que vous disiez sur ce truc à l'envers. Et là, j'ai compris. Donc, merci beaucoup. Oui. Dominique Cabrera, qui a une réponse à ma question incompréhensible. Oui, moi, ce qui m'a frappé dans cette séquence, bon, merci pour ce film tellement bouleversant, ce qui m'a frappé dans cette séquence, c'est l'idée du miroir. L'idée du miroir où on se voit à l'envers. Et pour moi, le film raconte et flirte tout le temps avec le miroir, comme dans le film de Cocteau. Et on passe son temps jusqu'à la fin où on arrive dans les verts paradis, dans les verts prairies du paradis. On passe son temps à frôler le monde des morts et le monde des vivants. Et c'est pour ça qu'on a tellement cette impression que les personnages qu'elle rencontre sont tellement vivants et en même temps tellement fantomatiques. Et la séquence, elle est très juste. La première séquence, elle est très juste pour cette raison. J'agite un truc. Très intelligente aussi. Ça, c'est la partie gauche de la salle. Ouais, non, mais là, Je vais jamais à droite d'ailleurs. Non, parenthèse, c'était aussi le motif central de La Belle et la Belle, cette question du dédoublement dans le miroir. Et de ce point de vue, revoir La Belle et la Belle en 2024, c'est aussi se rendre compte d'un écho avec un film qui n'est pas encore sorti, mais qui était à Cannes, qui s'appelle The Substance. Je glisse ça comme ça, dans un genre très très différent, hein. Mais quand même sur l'adéquation à son propre double avec des années d'écart, quoi. Est-ce qu'on se reconnaît dans ce qu'on devient ou dans ce qu'on a été? Je vais passer la parole aux autres salles. Tatiana. Oui, alors donc on a 15 salles en ce moment qui sont connectées au débat, donc voilà, on a surtout beaucoup de réactions. C'est les Jeux Olympiques. Voilà. Donc Jean-Yves du cinéma de Saint-Sigolène qui nous dit bravo pour la magnifique interprétation. Ah Il était temps. Ça, c'est pas à mon truc de dire des trucs pareils. Merci, hein. Nat de Clisson qui dit un grand merci Agnès, vous rendez la folie tellement poétique. Voilà, et voilà, beaucoup de réactions émues, de personnes qui ont beaucoup aimé le film, des questions auxquelles on a déjà répondu autour de la rencontre avec Philippe Catherine notamment. C'est l'effet JO aussi. Une personne anonyme du cinéma La Casquette de Martigues qui dit ce film est une merde. Oui, c'est ce bout, ouais. Il ne fallait pas le lire celui-là. Avez-vous passé du temps avec des malades psychiatriques pour pouvoir jouer la folie de Fanfan? À part avec notre mère, quoi. Et avec moi-même. Très bien. Ah bon, pardon, je peux... Non. Non, mais moi, j'écoute toutes les... Après, on répondra, non? Enfin, je sais pas comment ça se passe. C'est pas mal. C'est comme vous voulez, voilà. On peut répondre maintenant. J'ai quelques amis fragiles et moi-même je ne vais pas toujours très bien. Donc j'ai pas eu besoin d'aller. Est-ce que vous pouvez nous parler de la rencontre avec lui? Voilà, question de Martigues, personne du cinéma de Martigues. Je l'ai rencontré et on a joué et puis voilà. Non, pas vraiment, et on a fait du ukulélé un peu. Et en tout bien, tout honneur. Hein, ça paraît très très intime. Mais et il est marrant comme on peut l'imaginer. Enfin, voilà. Mais je l'ai rencontré 2 jours, hein, donc. Un
joli message, pareil, encore de la casquette de Martine, voilà, qui nous dit le film est porteur d'histoire, d'espoir, pour signifier que quand nous touchons le fond, nous pouvons nous relever. En plus, nous avons l'impression de respirer de nouveau à la fin du film dans ces grandes plaines. Là, on va profiter de la présence de ces deux enfants. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a choisi cet espace-là, en Écosse? Elle était déjà allée en Écosse, elle avait fait un voyage en Écosse de tourisme quoi, en 2011. Et c'est ta partie. Qu'est-ce que je dois dire? Ah oui. On va répéter tout l'après-midi. Non, elle avait... je vais dire un truc, tu vas me dire si c'est ça que je devais dire. Non, elle avait dit que le film devait se terminer avant qu'elle choisisse forcément l'Écosse. Elle voulait que le film se termine et que le personnage fasse une expérience de beauté. Et je pense, voilà, l'Écosse, c'était bien, quoi. Enfin, elle avait vachement aimé. Et par ailleurs, il y a autre chose, c'est qu'on avait fait un voyage avec elle, tous les trois. Ouais, j'hésitais. Je savais pas si c'était ça. Non, toi, c'est l'expérience de beauté, moi, c'est le voyage. Non, pardon. Ouais, on avait fait un voyage tous les trois pour ses 50 ans, un road trip dans les Cornouailles. Et c'est un peu resté dans le film, cette idée qu'ils vont faire la côte anglaise tous les trois, et puis finalement dans le film, elle se barre sans eux, quoi. Mais donc je pense que ça a un petit peu persisté aussi dans cette idée d'envoler vers l'Angleterre, puis l'Écosse. Mais dans le premier texte, c'était les Cornouailles. C'était pas l'Écosse, ouais. Dans le premier... Heureusement, vous êtes là tous les deux aussi, vous apprenez aussi des trucs. Il n'y a pas que Agnès. Hein. Il faut faire des rencontres publiques. Hein. On va faire et moi, un voyage, sans doute. Je me souviens qu'à un moment, elle avait même pensé à Stromboli. Avant d'écrire le scénario, je pense. Ah, c'était... Elle adorait. La mémoire cinématographique, plutôt. Alors, il y a une autre mémoire cinématographique, c'est par rapport à ses courts-métrages, qu'il y a déjà un court-métrage sur sa correspondante anglaise, et je l'ai lu dans les excellents cahiers du cinéma. Oui, et il y a déjà des sourds-muets aussi. Des vrais, pour le coup. Et par ailleurs, dans la construction du film, évidemment, cet espace en Écosse, il résonne avec les espaces projetés sur le tapis de course, et avec lesquels elle est, dans un premier temps, très très réfractaire, avant de passer, pour le coup, de l'autre côté du miroir, quoi. Ça raconte quand même un peu ça aussi. Une autre question live? Oui. Ah bah voilà. Je vous le jette? Merci. Non, moi j'avais une question pour Julie, Agathe et Adam. Je me demandais, une fois que vous vous êtes retrouvés avec ces rushs, on sait que le montage c'est une réécriture, et comment, après ce que vous aviez vécu, trouver une sorte de distance et pas être trop référent quoi, par rapport au travail qui a été fait, et de trouver la distance pour réinventer un peu le film à cette étape-là. Bah, en fait, non, c'était pas une réécriture, je pense. Le tournage était très proche de ce qu'il y avait déjà au scénario, et non, on était dans la continuité évidemment, on a fait des coupes, on a fait des choix, et oui, dans une certaine mesure, on précise des choses, on fait les choix qui s'imposent et qui donnent parfois des significations qui auraient pu être différentes avec d'autres prises, etc. Mais finalement, une fois qu'on a terminé le film, on a l'impression que ça pouvait vraiment pas être autrement, quoi. Donc, Et par ailleurs, elle nous avait quand même laissé des indications et des notes. Enfin, on a discuté avec elle du montage à l'hôpital. On a aussi regardé quelques rushs avec elle à l'hôpital, et on a pris des notes. Et puis on était aussi très très bien épaulés. On était avec François Dupuis, le monteur, avec qui elle avait parlé aussi longuement au téléphone, il me semble. Oui. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un moment, le film il parle de lui-même, et vous avez su écouter là où le film allait et pas rester au niveau des intentions. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Sophie a donné
Et c'est ça qui était troublant et difficile et en même temps très beau, c'est-à-dire qu'à un moment il y a des intentions, il y a les questions, qu'est-ce que maman aurait fait, comment Sophie aurait réagi, etc. Et puis à un moment vous avez des images, un montage qui parle d'elle-même, les roches qui parlent et qui s'assemblent et qui amènent le film dans une direction, et c'est ça qu'il faut savoir écouter et suivre pour justement que ça produise du cinéma et un film, et pas qu'on reste à des intentions. Et ça, c'est un travail que vous avez fait, et moi je suis totalement admirative de tout ce travail de montage, quoi, parce que c'est pas rien ce que Sophie vous avez demandé, et ce que vous avez fait justement dans ce sens-là, c'est-à-dire de devenir cinéaste à la place du cinéaste, quoi, et de parler le même langage, c'est magnifique. Merci. Ça veut dire que vous avez osé couper des scènes, par exemple? Ouais, on a coupé beaucoup de choses. D'accord. Juste pour savoir quelles sont les directions que vous avez pas retenues. On a coupé beaucoup de choses. Le premier, l'ours, il faisait 2h25. Ah oui. Le film, mais curieusement, pardon, moi quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de voir le film que j'ai lu. Oui. C'était très évident. Donc effectivement. Mais je pense que c'est des coupes qu'elle aurait faites. Elle aussi, c'était pas. Mais moi je crois qu'on n'avait pas minuté le scénario parce qu'on n'avait pas assez d'argent, qu'on n'avait pas de script et qu'on n'avait pas minuté le film. Et je crois que le film était vachement plus long que ce qu'on imaginait. Non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. C'est un film très dense, quoi. Mais par contre, on n'a pas coupé tant de scènes en elles-mêmes que ça. On a coupé à l'intérieur de scènes parfois. On a coupé au moins 6 scènes entières. Au moins. Je sais pas, moi. On a coupé beaucoup de scènes entières. Vivement la discussion d'après-débat. D'autres questions de Tatiana et des autres salles? Alors oui, de Saint-Vincent de Tyros, pourquoi avoir coupé le film en 3 parties? C'est l'écriture. Il était comme ça au scénario. C'est même, je pense même avant le scénario, c'est-à-dire qu'elle a eu l'idée du titre et des 3 parties et de ce nom de partie, Pif Paf et Youkou. Oui, dans la note d'intention, ils sont déjà là. Ah oui, non, mais même avant le scénario, quoi, je pense. Dans mon souvenir, je me souviens parce qu'elle commençait toujours par le titre. Elle avait le titre du film, ensuite elle écrivait. Et là, c'est le seul de ces films qui est chapitré, mais je crois qu'elle a eu le titre du film, les chapitres dans la foulée, et ensuite elle s'est mise à écrire avec quand même cette idée que, souvent, tu le dis mieux que moi ça, mais Pif et Paf, c'est... Non, je sais plus. Et Youkou, c'est une envolée, quoi. Oui, Pif Paf, c'est un peu gauche-droite, et Youkou, c'est... Oui, on se disait, c'est une sorte de mélange entre Youpi et Eureka, quoi. C'est une sorte de cri de... Je sais pas, libération. Un peu comme Takakwa, mais... Une épiphanie. Et puis Youkou Lélé. Oui, voilà. Sauf que le ukulélé n'était pas prévu au scénario. Donc... Il a anticipé. Ah ouais. Ça agit sur l'inconscient aussi. Une autre question? Oui, 2 dernières questions de Sainte-Sigolène, que je veux dire à la suite. Donc d'abord, on a Michel qui nous demande comment interpréter la scène avec les dessous muettes. Et la deuxième, quel est le rôle de la poésie dans l'histoire de Adelino? De quoi? De la poésie. Le rôle de la poésie dans l'histoire. D'accord. Les 2 sont muettes dans le jardin du musée. Moi, je l'ai joué avec plaisir. C'était plus difficile, pas avec Capéputo, Bertrand, mais tout le moment où elle a chorégraphié, tout le moment où elle a tourné sur moi-même, etc. C'était plus difficile. En même temps, moi, j'ai l'impression que ce qui est difficile, c'est de jouer des mauvais textes avec des mauvais acteurs et dans un mauvais film. Ça, c'est difficile. Non, mais c'est vrai, c'est douloureux, mais c'est difficile quand les situations et les... j'ai rien trouvé de difficile, en fait, de cet ordre-là. Et puis les scènes, la scène avec les soins de maître, elle m'était très familière, je sais pas comment dire. J'aurais pu la vivre, pour le coup. M'énerver et après les défendre, ça m'a paru très simple. Et sur la poésie, la place de la poésie dans le film, pour le coup, et pas seulement dans la vie de Sophie?
c'est, de manière assez anecdotique, c'est la poésie aussi, je dirais, un contrepoint du métier de Barbie dans le film, qui vraisemblablement travaille dans une agence de pub. Et voilà, la poésie est une sorte de réponse à cet univers qui, dans le film, apparaît comme assez stérile, où on cherche un slogan pour une céréale avec un trou au milieu. Et voilà, et Barbie arrive dans un état un peu border et pond un truc qui n'a rien à voir, mais qui les sidère, quoi. Elle a envie de sortir de ce trou de céréales, quoi. Mais... Non, mais oui, je pense que ça montre qu'elle a une aspiration à autre chose qu'une réalité prosaïque, quoi, effectivement. Oui, puis c'est le regard qu'elle avait, qu'elle a sur les choses, qui donne de la poésie et qui donne... moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans ce film et dans sa façon de regarder, c'est que c'est justement ce petit décalage qui fait que des situations très, très banales deviennent... belles en fait, deviennent drôles, deviennent singulières et donc on peut dire poétiques. Et en même temps, du trou du gâteau sur lequel elle est censée faire une opération de com a malgré tout un peu à voir avec la fin du poème qu'elle écrit dans le métro, là, qui se termine sur le rien. Et donc cette espèce de vide, quoi, qui l'habite, qui habite son rapport aux autres, enfin, qui est en fait très très présent dans le film, et qui lui donne aussi vraiment sa singularité, c'est-à-dire le fait d'assumer cette aspiration par le rien dans un film qui est par ailleurs aussi une comédie. Rien est le titre de son tout premier court-métrage d'école à la Fémis, un film de 6 minutes qui s'appelle Rien. Et que vous pourrez... Dans lequel il y a des trous d'ailleurs. Dans lequel il y a des trous, absolument. Des trous dans des portes de piscine. Des cabines de piscine. Et donc film que vous pourrez découvrir à la rétrospective à la Cinémathèque française la semaine du 18 septembre, donc la même semaine que la sortie du film. Les 7 longs métrages repassent tous et des courts métrages présentés par Justine Trier. Pas mal. Allez, on fait une petite dernière. Pardon, il y en a 2. Allez, les 2 dernières. Bonsoir et félicitations pour tout votre travail et particulièrement à Agnès Jaoui qui est vraiment exceptionnelle dans ce film, dans tous les films, mais dans celui-là vraiment. Je me demandais le tout début du film où elle cherche la typo de Ma vie, ma gueule. Elle est censée écrire quoi, un scénario, des idées de pub pour son agence. Que veut dire le tout début du film? Pour moi, elle écrit sa vie, mais j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est une sorte d'autobiographie à l'envers. On sait pas ce qu'elle écrit, mais en tout cas, elle a du mal, quoi. Oui. Puis avec les typos aussi. Oui. Bah déjà, si on cale au typo, c'est difficile pour la suite. Donc on ne sait pas trop, en fait, le tout début. Si, elle écrit sa vie. Elle écrit sa gueule. Où était la deuxième main levée? Au centre, là-bas. Ah, bah. Alors je voulais juste faire une petite remarque sur un moment du film que je trouve absolument extraordinaire. C'est la manière dont a été jouée le moment où la fille dit au revoir à sa mère qui... Attendez, excusez-moi. C'est ce rapport qui est d'un seul coup où elle devient plus adulte enfin, et où elle comprend tellement de choses. Et après, c'est ce transfert qu'il y a de la fille vers le frère. Et ils ont une compréhension tous les deux. J'ai trouvé ça magnifiquement joué. Et à la fin, en fait, de façon beaucoup plus humoristique, c'est cette femme qui retrouve cette paix et enfin peut-être un certain bonheur
loin des psys, ou quand même, voilà, tous les moments qui sont joués là, enfin, on ne sait plus trop qui est-ce qui, entre les deux, a vraiment atteint une certaine part d'intelligence et de vérité et de lucidité. Et là, en fait, ils sont dans un monde où ils sont vraiment plus à leur place. En tout cas, ça leur permet de récupérer une place. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une folie par rapport à là où ils vivent. Et là, dans ce milieu qui est juste grandiose, voilà, ils récupèrent quelque chose d'humain. Je ne sais pas comment dire. Non, mais tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Ce passage, et Angelina, l'actrice, je les trouve tous les deux super, mais elle, la façon qu'elle a de dire, elle est grande, elle est très grande, elle est super grande. Ça, et la façon, quand je fais je suis là aussi, c'est pareil, moi, c'est deux passages qui m'émeuvent beaucoup aussi. Peut-être le plus beau plan du film, moi, je trouve. Vraiment, celui où on est dans le bateau. Je précise, puisque la relation est faite entre les deux scènes, que pour moi, la fin du film résonne aussi avec ce qui l'a fait buter au début chez le psy, c'est-à-dire cette expression récurrente qu'utilisent les autres et qu'elle ne comprend pas, qui est ma nature. Comme si, d'une certaine façon, pour trouver sa vraie nature, en fait, il fallait être dans cet endroit-là pour s'approprier une nature. Vous écrivez sur les films Bonsoir, merci pour ce film magnifique. Je voulais simplement saluer de manière un peu plus prosaïque la façon qu'a été filmé le corps de Barbie Bichette. Et cette poésie et cette beauté de la façon de filmer les gros plans, et notamment la scène de la salle de bain. Merci beaucoup, ça fait du bien. Allez, on prend la vraie dernière. On va faire un grand jeu. Pardon, je vais traverser par là pour ne pas faire patienter les autres salles. Mettez vos chaussures, enfin. Est-ce qu'on peut, je me posais la question de est-ce qu'on peut vraiment devenir Lord ou Lady, ou est-ce que c'est une facétie du scénario, justement? Julie, j'ai une question pour toi. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai Lord ou une vraie Lady. En tout cas, ça existe. Il y a des diplômes parce que Sophie avait lu ça, qu'en fait, on achète 1 mètre carré dans la région de Glencoe. Vous plantez un arbre et en échange, on vous envoie un titre de Lady ou Lord. Voilà. Je ne sais pas si c'est reconnu par la royauté, en tout cas, c'est reconnu par les planteurs d'arbres. En revanche, et en revanche, je pense pas qu'on puisse aller visiter sa parcelle. Ça, c'est non, un ajout mais on reçoit un coffret avec un partant, etc. Enfin, avec un vrai diplôme, c'est manuscrit, etc. Oui, mais via Internet, enfin via la poste. Par la poste. Tu peux pas aller voir ta parcelle. Alors que dans le film, je veux voir ma parcelle. Elle demande au roi d'Angleterre, au roi de... Et maintenant qu'on a baptisé le couloir Agnès Jaoui, vous pourrez revenir quand vous voulez. Ah oui, parce que j'ai découvert la nef Juliette Binoche. J'ai attendu et ça, j'étais épatée. Merci aux 3 ladies du soir, Agathe Bonitzer, Julie Selvanor et Agnès Jaoui. Et merci à Agathe Bonitzer, toute l'équipe de Jour de Fête et de Culte, ainsi qu'à la Bonne soirée à tous.